les temps. Alors, il est 12h10, on va débuter. Il y a des gens qui vont se joindre à nous au fur et à mesure, donc c'est correct. Bienvenue tout le monde. Je vous remercie d'être là. C'est super qu'il y ait autant de participants. Donc, c'est le deuxième webinaire. Le premier webinaire, on parlait d'estimation en phase de planification. Maintenant, on est au webinaire numéro 2. Il va y en avoir un troisième plus tard en juin. Donc, afin que tout le monde s'entende et que ça soit bien, que ça se déroule bien pour les micros, on va, quand vous ne parlez pas, ils vont être fermés, s'il vous plaît. Puis, pour les questions, parce que je suis certain qu'il va en avoir, vous pouvez utiliser la conversation pour poser vos questions. On va y répondre autant que possible au fur et à mesure, mais réalistiquement, ça risque d'être plutôt vers la fin du webinaire qu'on va y répondre. Mais soyez assurés qu'on va y répondre. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, on fait ça sans... Évidemment, vous êtes inscrits. Il n'y avait pas de frais associés, mais la dernière fois, au webinaire numéro 1, on vous avait fortement, disons, conseillé, si on veut, de faire un don à Entreprise Enfants Soleil. C'est toujours le cas. Le webinaire d'aujourd'hui, disons, la manière de contribuer, c'est de faire un don à Enfants Soleil. Ce que je aimerais que vous fassiez, ça serait dans la conversation, quand je vais vous le dire, de nous indiquer combien de billets vous désirez vous procurer pour la Maison de rêve Bonneville. Donc, il y a un concours présentement, Enfants Soleil, c'est un don. Puis, vous courez la chance de gagner la Maison Bonneville. Donc, je vous invite à aller dans la conversation maintenant, puis d'indiquer combien de billets. Je crois que les billets, c'est 12 quelque chose, là. Mais ça serait la contribution aujourd'hui pour le webinaire. C'est juste pour ajouter là, que la présentation est enregistrée. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits, qu'ils soient présents ou non actuellement, ça va être envoyé à votre courriel. Donc, débutons. Aujourd'hui, les présentateurs, c'est moi-même, Frédéric Boisvert, je suis associé chez Stratégia, directeur de la planification, estimation, contrôle de coûts. Je travaille avec Sylvain qui, à nous deux, on dirige ce service-là chez Stratégia. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là à la première, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là également à la première. Moi, c'est Sylvain Bittner-Lamy. Donc, économiste en construction, expert en planification, estimation et contrôle de coûts. Oui, vas-y, Sylvain. Donc, la dernière fois, on vous a fait une petite section un peu plus légère là, sur le passé et les Égyptiens. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec plutôt le futur raconté par notre grand raconteur Frédéric. Sinon, un peu plus sérieusement, la partie 2 aujourd'hui, optimisation du budget de l'échéancier. Donc, on va aborder quelques outils qui peuvent nous aider pour optimiser le budget et l'échéancier de vos projets. Donc, bien sûr, au départ, ça prend une estimation si on veut l'optimiser. On va aborder les marges, les contingences, allocations et autres, comment bien les départager. On va parler de l'approvisionnement et de la concurrence dans vos appels d'offres. On va parler aussi de quelques outils qui peuvent nous aider pour optimiser, que ce soit les analyses de valeur, analyses de constructibilité. On va aussi aborder les différents types de revues qualité qu'on peut utiliser. Vous allez voir, il y en a quand même plusieurs. Puis on va terminer avec une section sur l'échéancier, échéancier et ressources. On va finir là, la petite présentation avec un petit truc pour estimer sans effort. Excellent. Tout d'abord, on va parler de Stratégia. C'est important pour nous qu'on se fasse connaître, mais puis il faut comprendre que Stratégia s'inscrit un peu dans... On est une entreprise humaine, à échelle humaine.
Puis c'est important maintenant de vous expliquer un peu ce qu'on fait. Tout d'abord, on accompagne nos partenaires, les donneurs d'ouvrage, les grands donneurs d'ouvrage dans la réalisation de leurs projets d'infrastructure. On est là pour maximiser la valeur de vos investissements, des investissements. Puis, ces stratégies-là met de l'avant la stratégie à l'action, c'est-à-dire qu'on est là en phase stratégique, phase planification, puis vers l'exécution. Donc, stratégie A, puis stratégie à l'action. Voilà. Ce qu'on souhaite ardemment, c'est qu'on sauve qu'on soit l'entreprise qui permet de sauver des coûts, en fait, réaliser les projets à faible coût, d'être là pour chaque dollar sauvé. Pour nous, c'est un pas vers la réussite. Puis, évidemment, là, on est là pour accompagner les grands donneurs d'ouvrage, comme je disais à l'instant. Donc, pour les phases d'avant-projet, ben, on est là pour supporter les études de faisabilité. On fait de l'analyse de constructibilité, analyse de la valeur, la priorisation des projets, aussi le développement de dossiers d'affaires. Puis, en phase de planification, exécution, l'estimation de contrôle est de plus en plus nécessaire aujourd'hui avec les dépassements de coûts. Le suivi budgétaire. Puis, pour finir, on est là également au niveau du suivi des échéanciers et des délais en général par différents outils, dont les indicateurs de performance. C'est quelque chose qu'on fait de manière synergique avec notre service d'estimation également. Donc, c'est estimation, planification pour nous. Ça parle le même langage, puis on a la même approche pour les deux disciplines. Oui. Puis tout ce qui touche au contrôle de coûts durant la réalisation, là, ça se fait aborder lors du 3e webinaire. Alors maintenant, retour vers le futur. Je vais vous parler d'un projet qui n'a jamais vu le jour. En fait, c'est une étude qui a été réalisée pour le bénéfice et commandée par le ministère des Transports du Québec. C'est en 2011, en fait. L'étude, c'est une étude de prévisibilité pour la réalisation d'un tronçon ferroviaire reliant Shefferville à Coudjouac. C'est un projet, pour moi, qui j'ai toujours été intéressé par ce projet-là. J'ai toujours trouvé ça que c'était ambitieux comme projet. J'ai toujours vu ce projet-là comme une opportunité pour les Québécois, pour le Québec, notamment pour les Premières Nations. C'est un projet qui avant qu'on parle évidemment de coûts, parce que si on amène ce sujet-là, c'est pour parler de coûts, évidemment, et d'échéanciers. Je tenais à en parler parce que c'est un projet qui pourrait avoir un impact majeur sur le développement de projets miniers, c'est sûr, projets économiques, mais aussi acheminer des denrées à Coudjouac à plus faible coût qu'actuellement, puis acheminer des biens à faible coût également. Donc, c'est un projet, on va se le dire, majeur, audacieux, etc., qui a été évalué à 4,1 milliards en 2011. Aujourd'hui, on parle plus de 6-7 milliards. Le rapport, il est public, là. Vous voyez le lien. Fait que c'est un projet qui est porteur, à mon sens. Mais si on parle plutôt de coûts et d'échéanciers, on voit que dans l'étude, puis c'est montré, là, il y a 25% au niveau des imprévus qui a été calculé, puis 20% de frais contingents. Questionnement comme ça, c'est quoi exactement la signification ou disons, la définition des imprévus, des frais contingents? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt de contingence de construction versus risque, somme provisionnelle pour risque? Alors,
on se demande ce qu'ils veulent dire dans l'étude. Mais on voit ici déjà que les marges et les contingences sont séparés des frais ou si on veut, des items de coût. Mais il n'en demeure pas moins que quand on regarde l'étude, les items de coût souvent sont arrondis. Fait qu'on se demande si dans les items de coût, dans les frais directs, s'il n'y a pas déjà des marges ou ce qu'on appelle des buffers. Fait que, on va en parler plus loin. Fait que c'est un exemple d'approche, dans le sens que c'est important dans les projets de dissocier ce qui est contingence des autres coûts. Donc, on se demande aussi, afin d'optimiser ce projet-là, si ce n'est pas préférable, puis c'est pas nécessairement indiqué dans l'étude, à moins que je ne l'ai pas vu, mais au niveau d'augmenter la compétition, la concurrence, la capacité en termes de ressources humaines, ressources financières, etc., si ce n'est pas approprié de morceler la construction des tronçons, fait qu'à différents appels d'offres. Un modèle d'exécution également, partenaire public-privé, ou conception, construction, financement puis exploitation, si ce n'est pas une avenue qui permettrait que ce projet-là puisse voir le jour. Puis finalement, afin d'optimiser ces coûts-là, est-ce que ça ne serait pas préférable d'envisager la préfabrication, la robotisation? Aujourd'hui, on est en 2023. L'étude a été faite en 2011. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des avenues intéressantes à regarder de ce côté-là. Puis, je voudrais mentionner qu'aujourd'hui, c'est possible de prendre un train de Shanghai puis d'aller jusqu'en Espagne. Ça a déjà été fait. Alors, le petit tronçon qu'on parle, peut-être qu'un jour, on va être capable d'y aller à Côte-Jouac en train. Donc, voilà. Mon petit clin d'œil. Merci pour ton petit clin d'œil. Donc, la partie 2, le webinaire d'aujourd'hui, optimisation du budget et de l'échéancier. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, au départ, une estimation. Donc, je pense qu'on va tous être d'accord que pour optimiser le budget d'un projet ou son échéancier, il faut commencer avec une estimation. Donc, si on fait juste un court survol là, de quelques points qui sont importants, on n'ira pas dans le détail de ceux-ci. Il y en a qu'on a couvert un petit peu plus lors du premier webinaire. Mais principalement, on commence avec la structure de découpage des coûts, donc le SDC ou le WBS. C'est important pour avoir une bonne estimation puis pour aider le client à identifier s'il y a certaines parties de son projet qui sont peut-être un peu au-dessus de son budget. Donc, ça, on en a parlé un peu plus au premier webinaire. Ensuite, les taux horaires tout compris ou les prix unitaires, c'est important qu'ils soient actualisés, donc en date d'aujourd'hui quand on fait les estimations. C'est assez la base, mais les taux unitaires ou les taux horaires tout compris en date d'aujourd'hui, mais il faut aussi qu'ils soient propres à chaque projet, qu'on soit résidentiel, commercial, un projet minier. Les taux et les équipes, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est important de garder ça en tête et de mettre ça à jour pour chaque projet. Le relevé des quantités, c'est un autre point qui peut sembler de base, mais qui est quand même plus compliqué qu'on peut penser. Ici, l'expérience des estimateurs va être importante pour, oui, regarder les plans ou les maquettes 3D, les maquettes BIM. Mais souvent, sur les plans, les maquettes ne sont pas complètes. Donc, c'est là qu'il faut aussi trouver qu'est-ce qui n'apparaît pas sur les plans, mais qui pourrait faire partie du projet. Puis le dernier point, c'est tous les équipements majeurs du projet. Quand je dis équipement, ce n'est pas nécessairement des équipements mécaniques. Là, ça peut être, ça dépend des types de projets. Mais dès le départ, il faut identifier les équipements qui sont importants dans le projet et qui doivent faire l'appel de proposition budgétaire de la part des fournisseurs. Donc, quand on a réussi à regarder tout ça, bien là, on se retrouve avec une première estimation de départ. Donc, un coup qu'on a cette estimation-là, on va pouvoir continuer avec quelques outils supplémentaires qu'on va regarder, que ce soit le contrôle qualité, analyse de constructibilité et tout ça. Donc, ça, c'est tous des points qu'on va regarder dans les prochaines minutes. Mais au départ, ça nous prend une première estimation là, pour qu'on puisse commencer à regarder le projet puis à discuter de ces systèmes-là.
Donc, à toi, Frédéric. Afin de, j'en ai parlé tantôt sur mon clin d'œil, afin d'optimiser le budget, et puis afin de le structurer pour être prêt pour l'exécution, c'est important de vraiment d'isoler complètement la contingence du reste. Ça me fait penser, j'ai travaillé sur un mandat il y a peu de temps, sans le savoir, j'ai proposé dans l'échéancier qu'il y a une activité carrément qui s'appelle contingence, qui est souvent ce qu'on voit, c'est que l'échéancier est fait de telle sorte que les activités, la durée dans les activités, dans le fond, la contingence est diluée à travers l'ensemble des activités. Fait que j'ai proposé ça, mais sans le savoir, je rencontrais en fait une bonne pratique qui est promulguée en fait là, par l'AECEI, qui est l'Association for Advancement of Cost Engineering. Donc, cette association-là a publié déjà une bonne pratique qui, on voit ici que la contingence doit être visible dans l'échéancier, puis que la contingence ne doit pas être diluée dans les activités. Ce que ça permet, c'est qu'on peut prendre des mesures de mitigation sur des activités sur le chemin critique qui sont dénuées de buffer, dénuées de marge, puis travailler sur ces activités-là. Travailler des mesures de mitigation, des solutions, des méthodes afin de diminuer soit les coûts et ou la durée. Fait qu'on on garde toujours le buffer à côté, on y touche pas. La contingence, on y touche pas dans la mesure du possible. Puis on travaille les activités qui sont sur le chemin critique sans toucher au buffer. Fait qu'il faut faire un exercice d'optimisation. Souvent, on peut utiliser les processus d'analyse de la valeur qu'on va parler plus tard pour optimiser l'efficience de ces activités-là. Puis dans l'échéancier, bien, clairement, on indique contingence, qu'on n'est pas obligé de partager avec l'ensemble des parties prenantes, notamment l'entrepreneur, pour ceux qui sont donneurs d'ouvrage. On garde ça pour nous. Mais c'est important de travailler dans cette optique-là. Le piège de ne pas faire ça, c'est qu'on va travailler sur, si on dilue la contingence parmi toutes les activités, ce qui est problématique ou ce qui peut arriver, c'est qu'on pense faire un exercice d'optimisation sur des activités qu'on pense qu'ils sont critiques parce que le logiciel nous indique qu'ils sont critiques. Mais ce qui arrive, c'est que peut-être que dans ces activités-là, il y a de la marge. Puis, quand on va aller en exécution, les activités qu'on pensait critiques, qui avaient de la marge, ça arrive durant l'exécution que ces activités-là changent et qu'elles ne soient plus critiques. Puis que des activités qu'on pensait qui n'étaient pas critiques deviennent critiques. Fait que là, on va pas travailler de manière optimale, optimisée. Fait qu'on va travailler sur des activités qui avaient déjà dans la durée une partie de contingence. Alors, c'est important vraiment de retirer, puis d'optimiser, puis d'épurer toutes les durées, tous les coûts, puis mettre ça dans un pot, puis travailler de manière vraiment distincte. Puis la contingence, ou les sommes provisionnelles, ben, il y a les sommes provisionnelles pour risque, mais ça, c'est autre chose. Mais tout ce qui est contingence, vaut mieux le travailler de cette manière-là. C'est plutôt un principe de travail général qu'il faudrait qu'il faudrait appliquer, en fait, dans nos projets. Oui, absolument. Si je peux ajouter, je pense que tout le monde va être pas mal d'accord qu'au niveau de la contingence de construction, c'est une pratique qu'on voit souvent ici. On la voit bien à part dans les budgets. Mais au niveau des échéanciers, c'est assez rare qu'on voit cette contingence d'échéanciers-là à part. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait voir de plus en plus souvent. Puis, voilà. Donc, un des outils qu'on a également, c'est les ateliers d'analyse de valeur.
Donc, on fait juste un petit survol ici, bien entendu. Si vous voulez plus de détails sur ça, il y a beaucoup d'informations disponibles sur Internet. Je sais qu'on a des collègues qui ont déjà fait des présentations aussi, mais ça demeure quand même un outil qu'on utilise fréquemment, qui est très, très utile, là. Donc, pourquoi on en fait? Bien, évidemment, c'est pour optimiser le projet et le budget. Puis, comment qu'on fait ça? En gros, on va prendre une journée ou deux pour asseoir tout le monde ensemble autour de la table. Puis quand on dit tout le monde, c'est vraiment pas nécessairement le plus de monde possible, mais tous ceux qui sont touchés par le projet. Donc, l'équipe du client. Puis ça, c'est très important. Là, on ne veut pas seulement le chargé de projet du client. On veut ceux qui vont opérer le bâtiment, si on construit un bâtiment, par exemple. Donc, on veut tous les départements du client. On veut les avoir autour de la table, ceux qui vont l'utiliser et qui ont souvent des bons inputs à donner pour la conception. Donc ça, c'est important de les avoir autour de la table. Puis on va asseoir aussi, évidemment, professionnels, architectes, ingénieurs, économistes de la construction. Donc, on va asseoir tout le monde. Puis au bout d'une journée ou deux, là, on va avoir optimisé les pistes d'économie qu'on peut. Puis l'idée, c'est toujours de revenir aux besoins du client pour son projet. Donc, des fois, en cours de conception, par exemple, le client ou les départements chez le client, ben, ils ont fait des demandes, on a acheté des choses. Des fois, c'est les professionnels qui ont suggéré des améliorations. Puis, ben, en bout de ligne, des fois, on ne respecte plus les besoins de base du client. Donc, cet atelier-là, ben, ça sert à remettre tout le monde autour de la table puis à ramener le projet vraiment aux besoins du client. Fait que souvent, ça va aider à trouver des pistes d'économie puis à ramener le projet dans le budget. L'autre avantage que ça a aussi, ben, comme tout le monde est assis à la même table, souvent, on voit une grosse amélioration pour la collaboration entre les professionnels, le client, puis les différents intervenants. Donc, c'est un outil là, qui ne coûte pas très cher à mettre en place, puis qu'on voit souvent des gros avantages. Au niveau de l'approvisionnement et concurrence, il y a plusieurs choses qu'on peut faire aussi. Frédéric il va nous en parler un peu plus. Bien, merci Sylvain. Je voulais juste en parler rapidement là, que présentement, aujourd'hui, il y a Arnaud Rogier qui est là avec nous. Arnaud est associé chez Stratégia et est responsable de ce service-là. Donc, Arnaud, c'est Arnaud Rogier. Si vous voulez plus de renseignements, en fait, plus de détails à propos de l'analyse de la valeur, là, Arnaud c'est la ressource clé pour ce service-là chez Stratégia. Donc, pour ce qui est de l'approvisionnement versus la concurrence et la concurrence, on en a parlé au dernier webinaire. On a parlé de clauses restrictives impactantes pour la concurrence. Évidemment, ce qu'on veut dans un marché présentement qui est saturé, un marché dont on parle souvent de surchauffe, la construction, etc. La dernière chose qu'on voudrait, c'est d'avoir des clauses restrictives qui nous empêcheraient ou qui empêcheraient le marché d'être comblé par des propositions. Donc, on veut un maximum de propositions d'entrepreneurs, puis on ne veut pas de clauses restrictives parce que sinon, on se tire une balle dans le pied, si vous me permettez. Donc, ça, c'est un premier point pour améliorer le budget, optimiser le budget. Dans les appels d'offres, souvent pour des projets majeurs, la période d'appel d'offres est très, très courte. Ce qu'on veut, c'est toujours dans l'optique d'avoir beaucoup de propositions, mais c'est d'allonger la période de l'appel d'offres. Autre chose, c'est, ça on le voit beaucoup dans notre pratique, dans l'expérience, parce qu'on fait des estimations de contrôle. Ce qu'on voit, c'est la longueur des bordereaux de soumission qui peuvent être décourageants parfois pour l'entrepreneur. Si vous avez une période d'appel d'offres très courte, puis vous avez un bordereau de soumission qui est demandé avec quelques pages, 3-4 pages, mais il faut évaluer la plus-value d'un bordereau de soumission qui comporte plusieurs pages. Souvent, ce n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs pages pour un bordereau de soumission. D'autant plus qu'un entrepreneur,
s'ils travaillent pour un item de coût qui, par exemple, coûte, je ne sais pas, au total 200 $, ben, l'entrepreneur va pas prendre beaucoup de temps pour le quantifier parce que s'il prend plus que 2 heures, par exemple, à 100 $ de l'heure, ben ça n'a pas de plus-value. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, le bordereau de soumission, il faut que ça soit stratégique. Puis, ça, comme je vous dis, ça n'a pas de plus-value qui soit étalé sur plusieurs pages. L'autre point pour optimiser, c'est de morceler les projets en plusieurs lots de construction. On voit ça beaucoup que des appels d'offres, des méga appels d'offres. Les entrepreneurs aujourd'hui au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent soumissionner sur des projets majeurs. Il y a un sérieux problème de cash flow, de capital. Donc, les ressources financières sont limitées. Si un projet majeur on recherche des propositions pour un projet majeur, ben, si on veut avoir de la concurrence, ben, on a besoin d'avoir plusieurs lots de construction pour qu'il y ait plusieurs entrepreneurs qui puissent soumissionner dessus. Analyse de constructibilité, on va en parler. Puis, donc, avant l'appel d'offres, mais on va en parler dans quelques instants, mais il y a aussi le modèle d'exécution à retenir. Selon le type de projet, l'avancement de la conception en amont, c'est quoi qui est à privilégier, le mode traditionnel ou la conception-construction? C'est toutes des décisions stratégiques. Chez Stratégia, nous, on offre ce service-là, comme je l'ai mentionné, en avant-projet, pour retenir le mode de réalisation avant l'appel d'offres. Donc, on fait ça chez Stratégia. Oui, puis si je peux ajouter un petit exemple, là, dans les clauses restrictives, il y a le financement. Donc, en ce moment, comme Frédéric disait, les entrepreneurs ils ont souvent le choix entre plusieurs projets à soumissionner. Puis, il y a des projets privés, publics, municipaux, il y a toutes sortes de projets. Puis, les problèmes de financement, ça peut influencer sur le choix des projets que les entrepreneurs vont faire. Donc, c'est pas toujours possible, mais si c'est possible de revoir ces clauses de financement-là puis les mettre un peu plus souples, ça peut parfois aider à avoir un soumissionnaire de plus ou même avoir un soumissionnaire qu'on n'aurait peut-être pas dans d'autres cas. Excusez. Donc, analyse de constructibilité, je vais te laisser aller Oui, sur ça. l'analyse de constructibilité, encore une fois, on en a parlé au premier webinaire, mais on le mentionne encore parce que là, c'est une série de mesures qu'on parle ici. Dans le présent webinaire, on parlait d'analyse de la valeur, d'analyse de constructibilité. Tout ça, c'est tous des outils afin d'optimiser les coûts et l'échéancier. Pour l'analyse de constructibilité, ben, ultimement, là, ce qu'on cherche c'est les extras, les fameux extras en phase d'exécution. C'est des limités au maximum. Donc, l'analyse de constructibilité, ce que ça fait, c'est qu'on regarde les documents d'appel d'offres, les plans et devis. On identifie les erreurs, les manques le manque de coordination interdisciplinaire. Tout ça dans l'objectif de limiter les changements lors de l'exécution. Il y a plusieurs études, mais ici, vous voyez une étude. Ce que ça signifie, c'est que si vous mettez, par exemple, si vous payez 10 000 à une firme comme Stratégia, par exemple, qui fait l'analyse de constructibilité, mais il y en a d'autres qui en font, mais on parle de nous ici. Ben, ce que ça fait, c'est que selon cette étude-là, c'est que ça va vous rapporter 10 fois l'investissement en termes d'honoraires que vous avez. Donc, c'est ça l'objectif de l'analyse de constructibilité. C'est de sauver en fait, d'optimiser les coûts et l'échéancier. Voilà. Puis, une des recommandations, parfois, suite à des analyses, c'est pas toujours des recommandations difficiles à mettre en place. Ça peut être aussi simple que de rendre la visite obligatoire. C'est pas toujours le cas. Puis des fois, quand on travaille dans l'existant ou une partie dans l'existant, ça peut être simplement de mettre la visite obligatoire ou d'ajouter
des photos avec des explications dans l'appel d'offres pour tenter d'améliorer la compréhension des soumissionnaires. Donc, ce n'est pas toujours des mesures qui sont difficiles à mettre en place. Les revues de qualité, il y en a plusieurs types, plusieurs personnes qu'on peut impliquer. Ici, on vous a fait un petit survol qu'on utilise, nous, chez Stratégia, qu'on appelle contrôle qualité Q360. Donc, il y a beaucoup de personnes impliquées. Donc, il y a évidemment les estimateurs qui ont préparé l'estimation, qui vont faire des revues de leur côté. Ensuite, il va y avoir une revue d'équipe, tous ceux qui ont participé pour être sûr qu'on n'a pas de doublons, qu'on n'a pas rien oublié. On a intégré, nous, des personnes qui ne sont pas impliquées dans le projet pour faire la revue. Comme ça, eux, des fois, ils apportent des points ou si on n'était pas assez clair dans notre rapport, dans nos estimations, ben, quand quelqu'un n'est pas impliqué dans le projet, le relie, on peut améliorer ces points-là. Obligatoire des revues avec les professionnels, donc architectes, ingénieurs et autres. Des revues avec le client. Encore une fois, ça peut être le client chargé de projet, comme ça peut être aussi avec les différents départements du client, puis des revues de direction. Donc, c'est tous des gens qui peuvent être impliqués dans des revues. Il y a différents types de revues, donc ce n'est pas toutes les personnes qui vont être impliquées à toutes les revues, mais l'objectif, c'est de faire au moins une revue avec chacune de ces personnes-là. C'est ce qui fait qu'on arrive à produire une estimation de qualité et que les gens peuvent avoir confiance. C'est vraiment ce processus de revue-là. Donc, nous, on les a séparés, grosso modo, là, en 4 portes. Donc, la première, c'est vraiment de valider la portée des travaux. Comme on mentionnait tantôt, des fois, les plans ne sont pas complets ou les maquettes 3D. Donc, la première porte, c'est vraiment de revoir le projet et de s'assurer qu'on a couvert l'ensemble du projet dans l'estimation. La deuxième porte, c'est valider les coûts, les prix unitaires, l'échéancier. Donc, ça, on va faire ça à l'interne avec les professionnels, le client. La troisième porte, c'est vraiment, selon moi, la plus importante. Donc, un coup qu'on a l'estimation complétée, révisée, on est confiant qu'on a couvert l'ensemble du projet, bien, la troisième porte, elle, on vient revoir le tout. Donc, on revoit les coûts directs, les coûts indirects. On va revoir est-ce que nos hypothèses sont en lien avec le mode de réalisation choisi, avec l'échéancier. Donc, on va revoir tout ça, puis on va faire aussi un benchmark, en français, une comparaison avec d'autres projets. Donc, on va comparer notre projet actuel avec d'autres projets du même type pour voir si on est dans les mêmes zones. Si jamais on ne l'est pas, ça peut arriver qu'on est, par exemple, plus cher que d'autres projets du même type. Bien là, au moins, ça nous oblige à trouver pourquoi et à bien l'expliquer au client. Ton projet, il coûte plus cher que d'autres du même type parce que, puis là, ben, on va expliquer les raisons. C'est-tu le type de sol? Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Donc, cette porte-là, pour moi, c'est vraiment la plus importante à respecter. Puis la dernière porte, c'est vraiment le rapport. Le rapport, on se doit de le mettre clair et compréhensible. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte d'une estimation. Notre rapport final, il faut qu'il soit simple. Puis on ne mette pas nécessairement l'emphase juste sur le coût, même si c'est un élément très important, là, mais il faut surtout expliquer l'histoire du projet. Pourquoi on arrive à ce coût-là, puis de quelle façon on s'est assuré d'avoir un bon coût, un bon rapport, mais c'est avec les revues toutes les revues qu'on vient de parler, là. C'est vraiment avec ce processus-là qu'on arrive à un rapport final. Donc ça, c'est sûr, ça rassure le client, puis ça rassure tout le monde autour du projet que le budget a été bien monté, puis on peut avoir confiance dans le budget. Le dernier, bien, l'échéancier qui est à prendre en compte avec l'estimation parce que les deux sont reliés. On va vous donner quelques exemples, mais c'est important de regarder l'échéancier en même temps que l'estimation. Ben, c'est ça. Pour l'échéancier, chez Stratégia, nous, ce qu'on utilise pour produire un échéancier, il y a plusieurs paramètres à ajuster, par exemple dans MS Project. Nous, ce qu'on utilise, c'est un type de tâche de type travail fixe. Ce que ça fait, ce que ça mange en hiver, c'est que le travail fixe, en fait, c'est les heures personnes qui proviennent de l'estimation. Nous, on utilise ce paramètre-là. Ce que ça fait, c'est que le travail fixe fait moduler les durées, ben, surtout les durées et les dates, évidemment, là, mais ça fait moduler les durées.
Ce qui fait moduler les durées également, c'est le travail fixe et le nombre de travailleurs qu'on vient assigner à la tâche. Il y a des gens, en fait, on a vu toutes sortes d'échéanciers dans notre pratique. Il y a des échéanciers que les gens vont changer manuellement les durées. Mais c'est une méthode assez imprécise de faire ça comme ça. La méthode, la bonne façon de faire, selon nous, selon Stratégia, c'est d'utiliser le paramètre travail fixe. Puis il faut comprendre qu'en faisant cela, ça vient, disons, on vient travailler en équipe avec l'estimation. Pour ce qui est, dans le fond, de ce que ça amène comme résultat, c'est qu'on est capable de générer un graphique avec des pointes de main-d'œuvre pendant les périodes. Donc, on sait que l'effort fait moduler le travail. En fait, les heures font moduler les durées et les ressources également. Fait que ça nous permet de voir combien de ressources par période dans l'échéancier. Et, la deuxième réflexion qu'on doit faire, c'est est-ce que le nombre de travailleurs est trop élevé pour le chantier qu'on a? On a développé récemment, dans un mandat, on s'est dit, est-ce qu'il existe dans l'industrie un calcul qui nous permet d'établir combien de travailleurs maximum qu'on peut avoir sur un chantier? C'est une bonne question parce qu'on voit passer des échéanciers où cette variable-là n'est pas analysée. On se dit, ben, il va y avoir on ne sait même pas combien il y a de travailleurs il va y avoir de toute manière, mais on fait bouger les durées de manière un peu aléatoire. Alors, nous, on a développé un calcul qui n'est pas une science exacte, mais au moins, ça nous donne une bonne idée sur le nombre de travailleurs possibles dans un espace donné. On a utilisé une donnée du Code national du bâtiment. On s'est dit, un chantier, c'est quoi, là, finalement? Là? C'est du stockage, on stocke du matériel. Puis il y a des allées, puis il y a des corridors, il y a des passages que les travailleurs vont passer. Fait qu'on s'est donné un nombre, en fait, une superficie par personne, par travailleur. Fait que dans l'exemple ici, on voit qu'il y a 40 travailleurs maximum par corps de travail. Fait qu'on vient mettre la ligne sur le graphique, on se dit, ben à partir de là, dans ces périodes-là, il va y avoir un deuxième quart de travail. Parce que c'est pas possible d'avoir plus que 40 travailleurs sur ce chantier-là. Fait qu'on développe des outils comme ça chez Stratégia qui nous permettent d'avoir quelque chose de réaliste. Oui. Puis aussi, si je peux ajouter, ce graphique-là, il nous aide aussi dans les projets majeurs ou quand l'échéancier, on a un temps limite. Ben, c'est avec cette analyse-là qu'on peut voir s'il faut prévoir du temps supplémentaire ou un deuxième quart. Ou si on a des projets un peu éloignés, ben, ça nous permet de savoir combien de travailleurs on a besoin de déplacer, par exemple en autobus ou autre. C'est avec cet outil-là qu'on arrive aussi à mettre un coût sur ces mesures-là. Finalement, on vous partage un petit truc. On voit souvent passer tout le monde se fait ça, là, un prix par mètre carré, combien par mètre carré, etc. Mais il faut se rappeler que plus la surface brute de plancher est grande, moins le coût par mètre carré va être élevé. Donc, comment qu'on fait pour calculer ça? On a une formule qui s'appelle factorisation exposant point 6. C'est une formule qui a été inventée, en fait, pour l'industriel lourd, pour le calcul des équipements de procédés. C'est une formule qu'on utilise de plus en plus dans le domaine du bâtiment, mais qui est quand même efficace. Ça fonctionne assez bien, je vous dirais, là. Par exemple, ici, on se dit un 6700 mètres carrés, qui est en fait la moyenne des trois comparables. On divise. Nous, on a besoin de savoir, en fait, combien ça coûte pour un bâtiment de 10 400 mètres carrés. Fait que ce qu'on connaît, on connaît le prix moyen pour les trois comparables que vous voyez dans le tableau.
Fait qu'on applique le résultat de la factorisation 0.6 qui donne 0.7698. On l'applique sur le prix moyen des trois comparables, qui était de 4 380. Puis ça nous donne 3 400 dollars par mètre carré. Puis quand on regarde le comparable 1, qui est pas loin de 8 300 mètres carrés, ben ça nous donne un prix ballpark qui est réaliste. Parce que si on se met à prendre des comparables puis les comparer entre eux, ben, il faut toujours savoir que le volume, plus qu'il y a de volume, moins le coût est élevé. Puis la factorisation 0.6 permet ce calcul-là. C'est un petit truc. Vous allez le recevoir, vous allez recevoir la présentation. Vous pourrez l'utiliser dans le futur à votre guise. Mais sachez qu'on on va être là, pour vous aider. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, puis ça peut, c'est le genre d'outil qu'on utilise, par exemple, si un client n'a pas encore choisi son terrain pour son deuxième bâtiment. Ben ça peut être utile parce qu'on n'a pas encore les données du terrain, donc est-ce qu'il y a des pieux et tout ça. Donc, si on n'a pas ça, ben, on peut utiliser cette formule-là pour au moins comparer différentes superficies de bâtiment pour son nouveau projet. Donc, ça faisait le tour de notre petit Lunch and Learn. On est pas mal dans les temps. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, Fred, je pense qu'il va falloir que tu les lises de ton côté. Mais ça nous fera plaisir là, d'y répondre. Ben, j'ai répondu à une question, là. Y a-t-il des conséquences en réduisant la période d'appel d'offres sur la suite du projet? Évidemment, ben, comme j'ai expliqué, là, le nombre limité de soumissionnaires, c'est une des conséquences. Puis, parce que moi, j'ai déjà été du côté de l'entrepreneur, d'un entrepreneur général, quand on a peu de temps pour effectuer un appel d'offres, ben, c'est clair, nous, on ne veut pas prendre le risque, on veut pas, l'entrepreneur veut pas assumer le risque. Alors, quand il y a un risque, parce qu'on est pressé dans le temps, puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher des prix de sous-traitants spécialisés, par exemple, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va gonfler les prix. On ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas assumer nous-mêmes de payer, alors on va gonfler des prix. Fait que c'est quoi les conséquences? Ben, c'est un nombre limité de soumissionnaires, puis ça va être des prix gonflés. Fait que ça favorise pas, disons, l'optimisation du budget. Loin de là. Puis, il y a une autre question, il se trouve que l'augmentation du coût est due à une mauvaise conception. Qu'en pensez-vous? Que faire pour pallier à la mauvaise conception? Ben, j'allais écrire, mais je vais répondre verbalement. Il peut avoir le temps, le délai qu'on donne aux professionnels pour préparer les plans et devis. Ça aussi, ça arrive souvent que c'est compressé, donc ça peut être un des facteurs. Évidemment, ben, il y a l'analyse de constructibilité. Hein, on en a parlé tantôt. Avant d'aller en appel d'offres, puis on veut vraiment s'assurer que la conception est adéquate. Nous, en fait, l'analyse de constructibilité ne va pas mettre en question la conception. C'est pas le rôle. On n'est pas des concepteurs. Mais on peut quand même poser des questions. Des questions qui peuvent des questions qui pourraient engendrer des changements de dernière minute. Mais l'analyse de constructibilité fait ça, là. Permet de voir justement de s'assurer qu'il y a une coordination interdisciplinaire. Oui, puis aussi, on peut identifier dans cette analyse-là, pas nécessairement des problèmes de conception, mais juste un problème de compréhension. Des fois, il y a certaines zones réservées au stationnement, au déplacement, des horaires, où est-ce que certaines zones ne seront pas accessibles. Fait que si ça, c'est pas clair, ça peut aussi faire partie des recommandations, là, sans changer les plans, juste mettre plus de précision sur telle ou telle section, là.
J'ai une autre question. Il nous semble que les bordereaux ne font que s'allonger. Ceux de nos clients, je suis d'accord avec vous, que cela n'est pas du tout un entrepreneur et non plus, il ne semble pas y avoir de plus-value. Donc, quels sont vos arguments aux clients pour les faire réduire en longueur et diminuer ceux-ci? C'est une bonne question. Quels sont les arguments? Ben, je pense que c'est important pour le donneur d'ouvrage de cibler ce qu'il veut exactement. S'il veut des prix séparés non inclus, il peut le demander. Quels sont les arguments? Ben, ça, dans le fond, les arguments, c'est dur à mettre un chiffre à ça, mais moins ça va être restrictif, plus on se donne de chance d'avoir un ou plusieurs soumissionnaires. Surtout en période actuelle où est-ce que les entrepreneurs choisissent leur projet. Ça va être encore comme ça pour minimum 1 an ou 2 qu'on est des gros niveaux de construction. Fait que plus on est capable d'alléger certaines clauses, ben, plus on aide le client à avoir des soumissions. Et puis l'autre chose, c'est que je le sais par expérience que les sous-traitants spécialisés, par le biais du BSDQ, quand ils envoient une soumission, eux ne prennent pas nécessairement l'effort, la peine de ventiler leur prix. Alors, l'entrepreneur général, lui, doit, un coup que les enveloppes ont été remises, contacter le ou les sous-traitants spécialisés pour ventiler les coûts soumis via le BS. Fait que ça devient compliqué, là. Ça devient extrêmement compliqué quand on a un bordereau qui s'étire sur plusieurs pages. Il nous reste 2-3 minutes si il y a encore des questions. Je suis pas sûr de comprendre ton point, André Lavoie. En fait, le point est que on devrait, tu sais, lorsqu'on demande des prix, évidemment, je pense que ce n'est pas nécessaire de demander à tous les soumissionnaires de donner le bordereau, mais peut-être de déposer le bordereau par le plus bas soumissionnaire une fois le dépôt des soumissions fait. Fait qu'à ce moment-là, on évite à tous les entrepreneurs de faire le travail que tu mentionnais tantôt, qui est très demandant. À ce moment-là, évidemment, mettons, dans le temps, on avait 5-6 soumissionnaires par appel d'offres. Aujourd'hui, on en a moins. Mais je pense qu'effectivement, le temps étant précieux, je pense qu'effectivement, laisser déposer les soumissions, il y a des éléments qu'on a besoin d'explication. À ce moment-là, de toute façon, l'entrepreneur va devoir déposer un bordereau pour ses demandes de paiement de toute façon, fait que, avec celui avec qui tu entrevois signer un contrat. Fait que, je pense que c'est une avenue également qu'on peut regarder. Oui, effectivement, moi, je trouve fantastique ton idée, là. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Si vous êtes d'accord, applaudissez. J'ai vu un applaudissement, alors voilà. Oui, totalement d'accord. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, on vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Puis pour le 3e webinaire qui va être plus axé sur le contrôle de coûts, on va vous recevoir un courriel, là, mais c'est prévu, si tout va bien, au mois de juin. Bon après-midi, puis profitez bien du week-end et le printemps arrive à grands pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, là, monsieur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye. Merci, bye-bye. Oui, je suis encore là. Je ne sais pas c'est qui lève la main. Gore? Allô, allô?